E hoje aqui no estúdio eu recebo os professores Alexis Bougadá, da Faculdade de Direito e de Ciências Políticas de Provence, na França, e Estevão Mallet, da Universidade de São Paulo. E nós vamos conversar sobre as reformas trabalhistas na França e no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Brasil e França deram um importante passo para adaptar as relações de trabalho à atual realidade de cada país. De um modo geral, Alexis, como é que o senhor avalia a experiência francesa? La réforme de droit du travail est une réforme très importante qui a commencé déjà il y a une dizaine d'années, mais qui s'est accélérée en 2017-2018 et qui oblige à un profond changement culturel des relations de travail. Cette réforme portée par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a conduit à réformer considérablement le dialogue social, la représentation collective des travailleurs, le droit de la négociation collective et surtout le droit du licenciement. Dans quel but? Dans le but d'imaginer un nouveau rapport de travail autour de l'idée de flexi-sécurité, de flexibilité, mais aussi de sécurité des travailleurs, en s'inspirant un petit peu des réformes qu'il y a eu en Europe, et notamment des modèles de l'Europe du Nord, pour essayer de trouver un meilleur équilibre pour l'adaptation du droit du travail dans une économie mondialisée. Mallet, a modernização das normas trabalhistas tem sido uma tendência no mundo? Sim, de certo modo, sim. Cada país com as suas peculiaridades, com as suas características, com o seu ritmo próprio. Mas não há dúvida de que o mundo se transformou muito nos últimos tempos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, e o direito do trabalho é um direito vivo, é um direito muito próximo da realidade. Nós não podemos imaginar que o direito do trabalho possa desconsiderar todas essas transformações e continue a ser o mesmo direito do trabalho da década de 40 da sociedade industrial. O importante é que essas reformas levem em conta, de um lado, as necessidades econômicas e tecnológicas, mas, de outro lado, a necessidade de proteção e de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores também. Quais são os principais pontos da reforma francesa que o senhor poderia destacar? Alors, les points principaux de cette réforme répondent, avant de les présenter, à l'idée suivante. L'idée, ça a été d'aller jusqu'au bout de réformes déjà initiées pour favoriser la flexi-sécurité, une flexi-sécurité à la française pour trouver un équilibre entre la flexibilité du droit du travail et la sécurité pour les travailleurs. Tout cela au prix d'un programme ancien mais qui continue, puisque nous allons encore faire des réformes, notamment en matière de formation professionnelle, de retraite également. Donc les réformes continuent. Mais pour les réformes qui ont eu lieu tout récemment, en 2017 et 2018, le gouvernement et le législateur ont modifié les points suivants du droit du travail. D'abord, s'agissant du droit de la négociation collective. Le droit de la négociation collective a été profondément modifié pour faire en sorte que la plupart des grands thèmes du droit du travail puissent faire l'objet de négociations, de contractualisation entre l'employeur et les syndicats. Et avec une idée majeure, c'est que l'accord collectif, le contrat collectif, la convention collective de l'entreprise, dès lors qu'elle est majoritaire, c'est-à-dire signée par les syndicats qui représentent une majorité, eh bien, va primer, va s'appliquer indépendamment des dispositions de l'accord de branche, donc de l'accord qui lui est supérieur. Et l'idée générale, ça a été de faire en sorte que les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux ne soient plus soumis à une idée de hiérarchie. L'accord de branche conserve tout de même certains piliers très importants que l'accord d'entreprise ne peut pas modifier, comme par exemple respecter les salaires minimaux hiérarchiques. Mais un accord d'entreprise peut par exemple modifier les primes imaginées par l'accord de branche. Donc un véritable changement de culture sur le plan de la négociation collective. C'est le premier point. Le deuxième point concerne le dialogue social, c'est-à-dire la notion l'information et la consultation des travailleurs à partir des organes qui les représentent dans l'entreprise. Et il y a une grande spécificité en France par rapport au droit brésilien, c'est que le système français est un système mixte. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les représentants élus des travailleurs dans l'entreprise qui vont siéger dans un comité, maintenant un seul et unique comité qui rassemble toutes les institutions représentatives. Et ce comité s'appelle désormais le comité social et économique. Et ce comité social et économique, désormais, n'est qu'une seule entité, ce qui facilite considérablement les procédures d'information et de consultation dans l'entreprise. Et
À côté de cela, il y a naturellement la représentation syndicale. Et il y a une grande différence donc avec votre pays, c'est que les organisations syndicales sont présentes non seulement au niveau national, au niveau de la branche, mais également dans l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a des délégués syndicaux, il y a des syndicats d'entreprise qui peuvent ainsi se saisir de la négociation collective. Les syndicats en France ont le monopole de la négociation collective et les représentants du personnel, ceux qui siègent dans le comité social et économique, ne peuvent négocier collectivement qu'à défaut de syndicats. Donc à titre subsidiaire, les représentants élus peuvent négocier aussi. Donc on a un peu réduit la portée du monopole syndical à défaut de syndicats dans l'entreprise pour que les travailleurs et toutes les entreprises, même les petites entreprises, puissent accéder à la négociation collective. Le troisième point qui a fait l'objet d'une importante réforme, elle est presque symbolique, et c'est sur ce point que se cristallisent le plus les tensions, c'est la réforme du droit du licenciement. À la fois le licenciement pour motif économique, où le législateur a décidé de donner une grille de lecture au juge, une méthode et des indicateurs pour savoir à partir de quand il y avait des difficultés économiques et qu'il pouvait déduire ou non qu'il y avait un motif économique pour licencier individuellement ou collectivement. Donc ça sécurise aussi les entrepreneurs. Mais également, la réforme s'est attaquée au licenciement individuel et notamment à l'indemnisation du licenciement individuel lorsqu'il est injustifié, lorsqu'il est sans cause réelle et sérieuse. Et la très grande nouveauté sur ce point, c'est que la réforme a mis fin à un ancien système qui était le système de la réparation intégrale lorsque le licenciement était injustifié. Et désormais, s'applique en France un barème qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ancienneté des salariés, 1 an, 2 ans, 3 ans, le juge va appliquer un barème en appliquant un minimum ou un maximum selon la nature du préjudice. Et le juge va devoir justifier le montant de l'indemnité du licenciement. Mais il ne pourra pas dépasser un maximum. Tout ça dans le but aussi de sécuriser les investisseurs parce que dans le passé, les tarifs, l'indemnisation du licenciement était extrêmement variée sur le territoire. Ils pouvaient parfois atteindre des sommets qui étaient qui faisaient l'objet de très grandes critiques, notamment des entrepreneurs, y compris des investisseurs internationaux. Donc désormais, plus de prévisibilité s'agissant du licenciement individuel grâce à ce nouveau barème. Et ici, ce point est vraiment symbolique parce que le barème fait l'objet de grandes contestations de la part de certaines juridictions de première instance, notamment celles où il y a des syndicats présents dans les juridictions. Mais tout récemment, ces juridictions ont saisi la Cour de cassation pour rendre un avis, et la Cour de cassation française, donc notre tribunal supérieur du travail, c'est l'équivalent, a rendu un avis pour dire que ce tableau, ce barème, était conforme au droit international et notamment à la convention OIT numéro 158. Parce qu'en France, c'est notre juge du travail qui peut exercer un contrôle de conformité de la loi à l'égard des conventions internationales. Et donc là, on a un signal fort qui vient accompagner la réforme pour qu'elle puisse rentrer en plein exercice, en plein effet. Há semelhanças com a nossa reforma? O senhor poderia fazer comparativo? Algumas semelhanças, mas talvez muitas diferenças, porque os nossos sistemas também apresentam, a despeito de algumas semelhanças, outras diferenças importantes. Em primeiro lugar, a nossa reforma talvez tenha tido uma abrangência maior, porque envolveu não só o direito individual e, em parte, o direito coletivo, como também a própria teoria geral do direito, o critério para a aplicação das normas, os sujeitos da relação de emprego com novas caracterizações e configurações dos grupos econômicos e também mudanças importantes no campo do processo do trabalho. São ambas reformas muito extensas, a reforma francesa com dezenas e dezenas de páginas, de leis, de dispositivos e de artigos, e a nossa reforma, que começou com um projeto contendo 10 ou 20 artigos, terminou em uma reforma com mais de 200 dispositivos. Portanto, também uma reforma bastante ampla. Seria muito difícil, num curto período de tempo, tentar resumir todos esses pontos, mas talvez alguns que possam ser mencionados envolvam uma preocupação com um processo mais rápido, uma preocupação com
formas alternativas de ruptura do contrato que antes não estavam previstas, como o acordo para a extinção do contrato de trabalho, a homologação da transação extrajudicial, a criação da figura que até então não se reconhecia no direito, embora ela fosse inegável no plano dos fatos, do trabalhador com uma capacidade econômica maior, o chamado por alguns hipersuficiente ou por outros o autossuficiente, que agora pode negociar certas condições de trabalho e pode mesmo eleger a arbitragem para a solução dos conflitos trabalhistas, e reconheço que poderemos discutir se o critério para a definição do trabalhador autossuficiente foi adequado ou não, mas parece-me que negar a sua caracterização seria fechar os olhos a uma realidade que existe. Além também das disposições sobre duração de trabalho, sobre condições de trabalho, ou seja, uma reforma muito ampla, e chego mesmo a dizer que foi a maior reforma do direito do trabalho no Brasil desde a edição da Consolidação das Leis do Trabalho. A reforma na França privilegiou os acordos coletivos na relação entre funcionários e empresas. Na opinião do senhor, as negociações coletivas permitem adaptar as normas à realidade de cada categoria? A nova legislação está beneficiando os dois lados, empregado e empregador? Oui, cette réforme insiste considérablement sur la volonté de mieux faire, de mieux encadrer, de mieux amener les partenaires sociaux, les syndicats à négocier, et notamment au niveau de l'entreprise. Et l'idée qui a été portée, c'est de faire en sorte que l'accord majoritaire, l'accord qui a la légitimité, va l'emporter pour adapter le statut collectif des travailleurs à la réalité de l'entreprise. Et cela dans ses rapports avec la négociation de niveau supérieur, la négociation de branche. Si bien que lorsque la négociation d'entreprise est correctement menée, selon le principe de l'accord majoritaire, l'accord d'entreprise, l'accord de terrain va pouvoir stipuler différemment que l'accord de branche pour que l'entreprise puisse s'adapter par rapport à ces contraintes, en respectant néanmoins quelques obligations impératives qui seront prévues par la branche, comme les salaires hiérarchiques minimaux. Néanmoins, c'est le niveau de l'entreprise maintenant qui préexiste, et c'est même à ce niveau-là que les partenaires sociaux pourront négocier aussi leur représentation du travail, leur représentation collective. Donc un véritable espace de négociation pour que l'entreprise puisse s'adapter par rapport à ses contraintes et par rapport à ses partenaires sociaux sur le terrain. Là, il y a un véritable changement culturel, puisqu'avant en France, il y avait une véritable hiérarchie un peu lourde entre la branche et l'entreprise. Ici, l'entreprise retrouve un peu de liberté pour pouvoir trouver des marges de manœuvre, tout en étant encore contrôlée par la loi et bien évidemment encore un peu par l'accord de branche. O cenário no Brasil é semelhante? Negociações diretas entre patrões e empregados trazem benefícios? O cenário brasileiro é semelhante em alguns aspectos, mas muito diferente em outros aspectos. É preciso não perder de vista que o Brasil, como se costuma dizer, e isso não deixa de ser verdadeiro, é um continente. Portanto, nós temos realidades muito diferentes. Nós temos cidades com um padrão de desenvolvimento econômico, social, cultural, político muito grande, cidades importantes, mas temos também regiões muito menos favorecidas. Portanto, imaginar a possibilidade indiscriminada de uma negociação direta entre trabalhadores e empregadores em todo o país, sem considerar essas diferenças, pode conduzir a resultados muito nocivos em matéria de condições de trabalho. Alexis, quais os impactos da reforma trabalhista na França até então? L'impact, il est encore un peu difficile à évaluer parce que les réformes sont très récentes, 2017-2018, même si elles ont commencé dans les années précédentes, mais elles obligent les partenaires sociaux à mieux comprendre l'esprit de la loi nouvelle qui consiste à plus négocier et à comprendre que l'on peut mieux aménager le rapport de travail par la négociation. Alors, le gouvernement actuellement communique sur des chiffres pour dire que cette réforme du marché du travail, cette réforme du droit du travail aurait déjà eu un impact sur l'emploi.
c'est le gouvernement qui communique sur ces chiffres, mais on attend tout de même une confirmation d'une tendance qui serait positive. L'idée fondamentale a été aussi de rassurer les investisseurs et de sécuriser aussi le coût des licenciements qui, dans le passé, était un peu imprévisible. Donc là, il y a un message fort qui est adressé à l'international pour indiquer que le droit du travail français est devenu plus prévisible qu'il ne l'était dans le passé, y compris s'agissant des règles du licenciement. E, Malê, como é que a experiência da França pode contribuir para o Brasil? Essa é uma ótima pergunta e eu vou tomar a liberdade de estendê-la um pouco mais. Eu penso que não só a experiência da França, como a experiência dos mais diferentes países. O estudo do direito comparado é muito importante, por uma razão muito simples. No direito, nós não podemos fazer, como na ciência, experiências. Nós não podemos testar um medicamento numa cobaia para ver qual é o resultado, porque as implicações sociais disso muitas vezes são terríveis. Então, é muito importante conhecer os resultados de uma transformação num dado país, respeitadas, claro, as particularidades de cada sistema jurídico, de cada realidade econômica, para aproveitar os aspectos positivos e tomar medidas de cautela quanto aos aspectos negativos. Relativamente à reforma na França, em particular, como disse muito bem o professor Bugadá, é ainda um pouco cedo para tirar conclusões. Tal como no Brasil também, ambas as reformas têm a volta de 2 anos, portanto, um tempo insuficiente para que os seus resultados possam ser corretamente avaliados. Como é que a Justiça Especializada do Trabalho tem contribuído para a garantia dos direitos trabalhistas após a reforma na França? La réforme du travail en France a commencé déjà depuis un moment et les juridictions du travail ont été réformées en 2015 pour davantage appliquer les règles du procès civil au niveau de la justice du travail. Mais il y a une grande spécialité en France, c'est qu'en première instance, au premier niveau, les juges sont des juges qui sont d'origine syndicale. Et donc, les salariés ont des représentants dans le système judiciaire, du moins en première instance. Ça offre une certaine garantie pour la prise en compte de leurs droits à ce stade-là du procès. En appel et en cassation, ce sont des magistrats professionnels, donc le rapport à la procédure et à la réalisation des droits est différent. Je crois qu'il y a un grand challenge que doit relever notre pays, à mon avis, mais que la réforme permet d'imaginer, c'est d'améliorer le règlement alternatif des litiges, le mode de règlement amiable des litiges. En matière prud'homale, la justice du travail s'appelle la justice prud'homale en France, il y a un très faible taux de conciliation en matière prud'homale. Et je crois qu'on a peut-être un très grand progrès à réaliser pour améliorer la conciliation en première instance, pour réduire le nombre de litiges qui étouffent ensuite le fonctionnement judiciaire. Et pour ce que j'ai pu voir du fonctionnement des juridictions brésiliennes, puisque mon collègue et ami Estevão Malê m'a montré comment cela fonctionnait, j'ai été vraiment impressionné par le système, l'organisation institutionnelle des conciliations qui offre des résultats, à mon avis, qui sont inspirants pour notre pays. Je pense que ici, le Brésil pourrait nous inspirer pour mieux organiser une conciliation davantage institutionnelle, peut-être avec des magistrats professionnels pour coordonner des médiateurs. Voilà en tous les cas une idée qui m'a été proposée en visitant votre magnifique pays. E no Brasil, Malê, qual é a importância da Justiça do Trabalho na solução dos conflitos após a reforma trabalhista? É extraordinária. Não só após a reforma, como mesmo antes. A existência de um órgão especializado do Poder Judiciário com um conhecimento aprofundado das particularidades das relações de trabalho, isso é fundamental, é imprescindível. A Justiça do Trabalho terá a oportunidade de dar uma palavra importantíssima sobre o sentido da reforma, sobre a maneira de aplicação das novas regras e, sobretudo, a respeito também de um tema que é desafiador e que vai colocar muitos problemas e sobre o qual o Tribunal Superior do Trabalho está debruçado no momento, que é a aplicação no tempo das novas regras, tanto das regras de direito processual como das regras de direito material relativamente aos contratos em curso. Portanto, por mais desafiadores que sejam os problemas postos, o que nos tranquiliza é que nós temos uma organização
amplamente capaz de enfrentar com sucesso esses desafios. Muito obrigada pela entrevista e por esses esclarecimentos. Muito obrigado, obrigado. foi um grande prazer.